Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis désolé, je vais excuser, nous aurions dû être 4 et vous voyez que nous ne sommes que 3, puisque Florie Montpereux m'a informé ce matin qu'il avait le Covid. Donc il n'est pas là parmi nous, donc je vais essayer de le représenter pour présenter ces slides. Et moi qui dois être animateur, je vais par conséquent être à la fois animateur et un peu intervenant aussi. Je vous propose d'abord que chacun de nos intervenants se présente rapidement, et puis après on va démarrer, et puis on va essayer surtout de garder un peu de temps et même beaucoup de temps à la fin pour vos questions et interventions, que cette heure qu'on va passer ensemble soit la plus interactive possible. Eva. Mais vous avez un micro aussi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors on a une chose en commun avec Julie, c'est qu'on a changé de vie toutes les deux, pas au même moment ni rien. Donc moi j'étais ingénieure et je travaillais dans un grand groupe pendant longtemps avant de décider essayer de mettre en cohérence ma vie professionnelle et mes convictions environnementales. Et donc on a créé FIG qui accompagne la transition écologique de la restauration. Voilà, on va donc en dire plus. Bonjour, Julie Comte-Gabillon. Donc moi j'ai un restaurant, donc pareil, j'ai fait une reconversion en 2019, j'ai passé un CAP cuisine pour ouvrir un concept qui s'appelle Suzani, qui fait restaurant de cuisine végétale, salon de thé et boutique d'artisanat d'art. Voilà, pour retrouver en boutique les céramiques dans lesquelles vous avez mangé votre plat à midi. Et donc Nicolas Martin, directeur général de l'Office de tourisme de La Rochelle et du Palais des Congrès, est très engagé sur ces sujets-là, mais on va en parler après. Peut-être 2 chiffres pour poser un peu le débat, 2 nombres plutôt. Le premier, c'est 30 degrés, c'est la température qu'il a fait hier à Pau, un 10 octobre ou 11 octobre, voilà, ce qui n'est pas tout à fait normal et qui était aussi une perche qui nous est tendue pour parler de la décarbonation de l'alimentation, pour essayer à notre petit niveau d'avoir une influence sur l'évolution climatique. Et un autre chiffre beaucoup plus vertigineux, 3 400 000, c'est le nombre d'animaux qui ont été tués hier en France pour nous nourrir. 3 200 000 animaux terrestres et 200 000 poissons. Voilà. Donc chaque jour en France, on tue 3,4 millions d'animaux pour nous nourrir. Voilà, c'était pas du tout pour casser l'ambiance, surtout qu'elle n'est pas encore très chaude, on fait que démarrer la journée. Mais c'était voilà, pour lancer un peu le débat. Et donc notre sujet d'aujourd'hui, c'est finalement quel rôle nous pouvons avoir à titre professionnel dans cette nécessité de réduire la part carbonée dans notre alimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Alors d'abord, de quoi parlons-nous? C'est quoi décarboner l'alimentation? Donc là, je vais emprunter les mots et les slides de Florimond. Alors, en réalité, quand on parle de végétalisation, je vais souvent improviser parce que j'aime pas beaucoup lire des PowerPoint, et puis je sais que vous savez tous lire. Donc voilà, vous pouvez lire ce qui est marqué. Moi, j'irai un petit peu de côté. Bon, ça, c'est une présentation de l'ONAV, qui est l'Observatoire national des alimentations végétariennes, qui a été créé en 2020, et qui est surtout un organisme qui est là pour promouvoir les bienfaits sur la santé de l'alimentation végétarienne. Vous savez probablement que quand on parle de décarboner l'alimentation, en réalité, on parle de 3 choses. On parle de santé, parce que manger trop d'alimentation avec des protéines animales, c'est pas très bon pour la santé, notamment ça génère pas mal de cancers, donc il y a un sujet santé, et ça c'est le sujet de l'ONAV. Il y a un sujet décarbonation, donc réduction de l'empreinte carbone, dont Eva parlera tout à l'heure, et il y a un 3e sujet qui est un sujet éthique. Est-ce que nous, êtres humains, nous avons le droit de continuer à traiter ainsi des milliards d'animaux qui sont tués tous les ans pour notre estomac. J'en parlerai tout à l'heure, nous avions ce week-end à La Rochelle un événement autour de tout ce qui est véganisme, avec notamment l'intervention de la porte-parole d'L214, qui nous disait cette phrase que j'ai retenue, qui nous disait: on a la chance, nous les humains, on est des omnivores, c'est-à-dire qu'on peut manger de tout. Un chien ou un lion, lui, il est fait pour manger de la viande. Si on lui donne que des légumes, il va rapidement avoir des gros problèmes de santé. Il n'est pas fait pour ça. À l'inverse, les vaches, on a vu ce qui s'est passé quand on a essayé de leur faire manger de la farine animale. Ça s'est pas bien passé. Elles sont herbivores et leur métabolisme, il est fait pour manger des végétaux. Nous, les humains, comme les cochons, comme les singes, comme certains autres animaux, on est omnivores, c'est-à-dire que globalement, on peut manger de tout et on peut s'adapter à tout.
Vous avez des peuples qui ne mangent que de la viande, ou pratiquement que de la viande. Les Inuits, par exemple, mangeaient à 95% de la viande de phoque. Alors, ils ne vivaient pas très vieux, hein, mais ils vivaient en ne mangeant jamais de légumes, juste parce que là où ils habitent, il n'y en a pas. D'autres peuples, les peuples nomades en Mongolie, par exemple, à 95%, c'est du fromage et de la viande de chameau. Tout simplement parce que quand on vit dans les grandes steppes mongoles ou dans le désert de Bakhyan, il n'y a pas un brin d'herbe et il n'y a pas non plus de légumes. Donc on peut vivre avec... et à l'inverse, il y a des peuples qui ne mangent jamais de viande ou de poisson, notamment les Indiens, beaucoup d'Indiens qui sont végétariens, et qui vivent également très bien. Donc finalement, l'homme, il peut s'adapter à tout. Donc il peut aussi s'adapter à une alimentation sans viande ou sans poisson. Après, il y a évidemment des habitudes à prendre et un certain nombre de précautions à prendre, mais notre métabolisme est tout à fait adapté pour faire ce chemin-là. Les pratiques alimentaires, bon, il y a l'alimentation carnée traditionnelle, qu'ont la plupart des êtres humains. L'alimentation flexitarienne, moi j'aime pas beaucoup ce mot, c'est ceux qui décident de réduire de 80 à 90% leur consommation de viande et de poisson, mais qui continuent à en consommer malgré tout un petit peu. Les végétariens, donc légumes, mais également fromage, etc., légumineuses. Les véganes ou végétaliens, là, 0% de produits d'origine animale. Et les véganes vont plus loin, puisqu'ils considèrent effectivement que l'exploitation animale, ça ne s'arrête pas à l'alimentation, donc pas non plus de cuir, voilà, aucun produit issu de l'exploitation des animaux. Le contexte actuel, vous voyez quelques chiffres. Moi, j'en rajouterai un autre, puisque là, vous voyez qu'il y a marqué 12% des 18-24 ans se disent végétariens ou véganes en France. En Scandinavie, c'est 40%. Donc, c'est en train d'évoluer très très vite. Tous ces chiffres-là, voilà, là, on a sur des chiffres de 2018 ou de 2021. En réalité, le mouvement de fond vers une alimentation beaucoup plus végétarienne ou végane, il est en marche. Alors, surtout en Europe. Les États-Unis sont un peu moins en avance, voire carrément en retard sur ces sujets-là, comme sur beaucoup de sujets dès lors qu'on parle d'environnement. Et après, dans le monde, on constate que globalement, ça dépend des pays, qu'il y a malheureusement, dès lors qu'il y a un développement économique fort, une tendance à se nourrir comme nous occidentaux, c'est-à-dire à mal, et qu'à l'inverse, les peuples qui ont gardé effectivement un mode de cuisine plus traditionnel arrivent à avoir un apport en protéines animales beaucoup moins important. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a moins de viande rouge et plus de viande blanche, entre guillemets, dans les assiettes, en tout cas en Europe. Ça reste de la viande malgré tout, effectivement, par contre, moins grasse. Sur les enjeux environnementaux, je ne vais pas beaucoup m'étaler parce que Eva en parlera juste après moi. Ce qui parle tout de suite, c'est effectivement, dans cet histogramme, la barre jaune qui représente finalement la réduction de CO2 qui serait consécutive à un basculement complet de l'humanité vers un mode végétarien. Évidemment, on ne va pas basculer complètement vers un mode végétarien. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que c'est finalement le levier aujourd'hui, l'un des leviers les plus importants pour réduire l'empreinte carbone de nos modes de vie. Sur les enjeux de santé dont je parlais tout à l'heure, l'alimentation trop carnée génère un certain nombre de troubles de santé, notamment le diabète, notamment un certain nombre de cancers et des maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai que on se rend compte que beaucoup de personnes qui à un moment donné basculent vers le végétarisme ou en tout cas vers un mode d'alimentation beaucoup moins carné, c'est souvent à la suite de pépins de santé, soit d'eux-mêmes, soit de quelqu'un de leur famille. Alors, gardons le contact. Alors ça, c'est les coordonnées de Florimond. Alors, vous n'allez pas pouvoir garder le contact avec lui puisque vous ne l'avez jamais vu. Mais si vous voulez prendre contact avec lui, vous pouvez noter ses coordonnées ou de toute façon, vous recevrez toutes les présentations seront disponibles à l'issue de cette journée. Il était vraiment désolé de ne pas être parmi nous. Après ce préambule, je vais, Eva, te passer la parole pour nous parler de la partie plus empreinte carbone et réduction de l'empreinte carbone et de tout ce que vous mettez en place. Voilà, tiens, merci. Voilà.
Alors, j'étais très intéressée hier d'assister à une table ronde ici même sur le sujet de la décarbonation et qui s'est concentrée beaucoup sur le sujet mobilité. Et bien entendu, vous avez tout à fait raison de penser qu'à l'échelle individuelle, c'est d'abord, en tout cas pour les personnes qui prennent l'avion ou qui ont une consommation de voiture significative, à l'échelle individuelle, ça va bien sûr être d'abord la mobilité qu'on peut décarboner. Mais l'alimentation, c'est le premier poste de nos vies quotidiennes, de très loin. Notre alimentation dans le monde, elle pèse un quart des émissions de gaz à effet de serre. Or, la majorité de la population mondiale ne prend jamais l'avion. Donc, le premier poste sur lequel on peut travailler en tant qu'individu ou bien en tant que professionnel, ça va être l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi un impact qu'on peut activer, enfin un levier qu'on peut activer sans avoir besoin d'une infrastructure ou d'investissement considérable. C'est-à-dire que pour changer sa chaudière à gaz pour une pompe à chaleur, il faut quand même un petit investissement, même assez gros investissement. Pour aller au bureau en tram, il faut encore qu'il y ait une ligne de tram. Pour changer ce qu'on met dans nos assiettes, ça ne dépend entre guillemets que de nous. Donc nous, notre credo, quand on a créé FIG, c'était de se dire, voilà, l'alimentation, c'est vraiment ce qui est le plus facile et efficace à changer dans nos vies. Et si on travaille avec les restaurateurs, non seulement on touche les 2 milliards de repas qui sont servis en France en restauration commerciale chaque année, mais en plus, on peut toucher les clients de ces restaurateurs. C'est-à-dire que c'est très inspirant. On voit certains chefs engagés de plus en plus qui vont sur des alimentations plus végétales et plus vertueuses. Et on voit l'impact que ça a. On voit l'étoile verte du guide Michelin qui a été... Enfin, même les étoiles du guide Michelin qui commencent à être décernées à des restaurants véganes, qui peuvent servir de source d'inspiration. Je pense qu'il y a encore quelques années en France, quand on disait vegan, on avait une idée d'un hippie un peu éloigné des réalités de la vie. Ce n'est plus du tout vrai, c'est devenu quelque chose d'assez tendance, c'est quelque chose de jeune, et c'est une opportunité énorme pour les restaurateurs de toucher aussi des populations autres que, notamment des populations touristiques, des populations étrangères. Voilà, donc nous, notre objectif, c'était de travailler sur la décarbonation de l'alimentation à travers la restauration, en particulier commerciale. On travaille un petit peu avec la restauration collective, mais surtout la restauration commerciale. Alors, on en a déjà parlé, simplement pour détailler. Décarboner l'alimentation, bien entendu, c'est avant tout éviter la viande et limiter la quantité de viande, mais pas que. Et notamment pour des restaurateurs qui sont réticents sur ce sujet, il y en a beaucoup, et on les comprend très bien. Ils ont notamment peur que leur clientèle ne suive pas, et on les comprend tout à fait. Eh bien, il y a déjà d'autres leviers, et on peut commencer par activer d'autres leviers, puis progressivement, en fait, quand on s'engage dans une démarche, on va faire de plus en plus de pas, et on va être capable vraiment d'aller plus loin. Donc voilà, il y a une étude très intéressante qui concerne les consommateurs, mais qui s'applique bien entendu aux restaurateurs, que je vous invite à regarder, qui est une étude du WWF et Eco2 Initiative, en tapant tout simplement panier flexitarien sur... alors je sais que Nicolas n'aime pas ce mot, mais c'est la façon de trouver cette étude dans Google, en tapant panier flexitarien WWF par exemple. Vous verrez, ils ont fait une étude très intéressante qui consiste à acheter 2 alimentations différentes pour une même famille, donc pour nourrir 4 personnes pendant un mois, avec un même budget. Et donc dans un cas, c'est un panier normal, un français standard, avec des produits transformés et la quantité de viande moyenne française. Puis dans l'autre cas, c'est ce qu'ils appellent le panier flexitarien, où ils ont augmenté la quantité de produits bruts, diminué les produits transformés, et ils ont diminué la quantité de viande, notamment de viande de bœuf, de veau et d'agneau, pour arriver à une réduction de 50% de l'empreinte carbone du panier. Et il se trouve qu'ils arrivent à une réduction de 22% du ticket en euros, ce qui leur permet d'investir dans des produits bio et locaux pour arriver au même prix que le panier initial. Ils ont 50% de produits labellisés bio. Donc c'est quand même une très très belle performance et une très très belle étude qui prouve qu'en fait, il est possible de se nourrir de façon durable avec la même quantité d'argent, sans que ça coûte plus cher, voire même en coûtant moins cher. On peut réduire jusqu'à donc 20%, 22% le coût de l'alimentation.
Un sujet aussi sur lequel je ne vais pas m'étendre parce qu'il est bien connu mais qui est essentiel, c'est le sujet du gaspillage alimentaire. Parce que bien entendu, dans notre empreinte carbone, une partie est due au gaspillage. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le fait qu'il faut traiter les déchets, donc des camions sur les routes, des incinérateurs de déchets, mais surtout, avant, tous les déchets qu'on gaspille, eh bien, il a fallu les produire. Donc eux, ils comptent double pour l'environnement. Et réduire le gaspillage alimentaire, c'est clairement un mode d'action extrêmement efficace pour diminuer l'empreinte carbone de notre alimentation ou d'un restaurant ou d'une entité, ou même en tant que consommateur. C'est une source enfin, disons que c'est une source d'économie gratuite, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, ça nous rapporte, c'est bénéficiaire pour tout le monde. Il n'y a même pas besoin de se priver de quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un petit exemple. Notre expérience auprès des restaurateurs, c'est donc de vraiment les faire travailler sur leur estimation d'empreinte carbone, parce que c'est toujours mieux si ce sont les chiffres qui parlent. Sinon, on leur explique que pour réduire leur empreinte carbone ou pour améliorer leur empreinte environnementale, eh bien, il faut diminuer la part de viande. Ils ne vont pas forcément être réceptifs et on les comprend. Ils vont surtout se dire que leurs clients ne seront peut-être pas d'accord, etc. Quand on regarde des chiffres, alors je vais montrer, j'ai mis un petit exemple. Alors, il ne faut pas que la slide vous fasse peur parce que ça fait des chiffres, mais c'est une façon vraiment de... Alors ça, c'est un restaurant fictif, mais avec des chiffres tout à fait crédibles, similaires à ceux qu'on trouve, nous, dans nos restaurants habituels. Hein. Il n'y a pas du tout c'est pas un steakhouse ni rien. Hein. Et vous voyez que la partie viande et poissons représente plus de 60% de son empreinte carbone totale. Hein. Ça inclut l'énergie, ça inclut les déchets. Les déchets et l'énergie sont dans la partie vert clair que vous pouvez voir en haut à gauche du petit camembert. Donc vous voyez que même un restaurant qui a une démarche zéro déchet absolument impeccable va très peu réduire son bilan carbone. Malheureusement, et tant qu'on n'a pas fait cet exercice-là, on ne peut pas le savoir et on ne peut pas l'anticiper, mais le vrai sujet auquel on doit s'attaquer pour décarboner l'alimentation, c'est bien entendu le contenu de l'assiette. Hein. Le contenu de l'assiette, on a pour l'instant, tous les restaurants avec lesquels on a travaillé, ça va peser plus de 50% de leur bilan carbone total, voire jusqu'à 80%. Ce qui est à la fois surprenant, peut-être pour les restaurateurs, et puis qui est une très bonne nouvelle, parce que c'est bien sûr ce qu'on peut changer le plus facilement. Pour réduire la consommation d'énergie, il y a quand même souvent besoin d'investissement. Il y a quelques petits éco-gestes qu'on peut faire pour commencer, mais ça ne va pas être facile. Alors que pour rééquilibrer le contenu des assiettes, eh bien, c'est vraiment libre. Le restaurateur peut choisir ce qu'il met dans les assiettes. Voilà, je ne veux pas être trop longue sur ce sujet-là, mais c'est simplement pour expliquer, quand on parle de décarboner l'alimentation, il faut d'abord avoir fait une estimation, hein, il faut d'abord avoir mesuré de quoi on parle. Donc nous, c'est ça notre travail, de vraiment regarder les grandes masses au sein d'un restaurant, pour voir comment elles se répartissent, pour pouvoir travailler sur les principales. Donc évidemment, si ensuite on zoome, on va pouvoir regarder dans la partie fruits et légumes, on va se rendre compte que ce sont les fruits et légumes voyageant par avion, s'il y en a dans le restaurant, qui vont avoir une empreinte considérable. Hein. Les fruits et légumes voyageant par avion rejoignent le niveau d'empreinte carbone de la viande, à peu près, mais évidemment c'est très rare, enfin il y en a quand même assez peu, parce que ça coûte cher. Ensuite, si on fait un zoom sur la partie crèmerie, on va bien voir qu'est-ce qui pèse. Si on fait un zoom sur la partie viande, on va bien voir qu'est-ce qui pèse le plus. Et donc, de cette façon-là, on va pouvoir attaquer les différents sujets avec le restaurateur pour trouver des alternatives dont peut-être on parlera un petit peu après, parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole du tout. Simplement, donc... ça va bien sûr dépendre beaucoup du concept, mais on y reviendra. Je voulais simplement dire que c'est une démarche qui a de multiples bénéfices. On peut penser alimentation durable, compliquée, chère, problème logistique, et c'est tout à fait légitime de penser ça à l'origine. En fait, l'expérience montre que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'aller dans une démarche de décarbonation va avoir des bénéfices multiples pour le restaurateur comme pour la collectivité locale. Évidemment pour les clients aussi, bien sûr. Hein. Mais alors, quand on parle, nous, de décarboner l'alimentation, on inclut aussi, comme on travaille avec des restaurants, on inclut la partie énergie et la partie déchets du restaurant.
ce qui n'est pas proprement parlé décarboner l'alimentation, mais plutôt décarboner la restauration. Mais on voit bien que cette démarche a d'énormes intérêts. Le premier pour le restaurateur, c'est de se positionner par rapport à ses pairs. C'est-à-dire que savoir si je génère beaucoup plus de déchets qu'un autre restaurant, ça va m'aider à me dire ah bah, c'est un sujet important, il faut que je l'attaque. Si je sais que je génère déjà plutôt moins que la moyenne, je peux me dire bon, bah, ça c'est un sujet que je traiterai plus tard. On va comme ça réussir à vraiment prioriser les différentes actions pour que les restaurants aient le maximum de succès et d'impact lorsqu'ils travaillent sur un domaine ou un autre. Voilà. On le disait, hein, faire des économies significatives en travaillant sur le gaspillage alimentaire, en travaillant sur la sobriété énergétique, mais aussi en décarbonant d'un point de vue viande, c'est-à-dire en rééquilibrant les portions de viande, en allant plutôt sur des viandes moins gourmandes en carbone, donc les viandes de volaille et de porc, on arrive à des économies tout à fait significatives pour le restaurateur. Bien sûr, il y a l'aspect réduire son impact environnemental. Et puis enfin, il y a aussi l'aspect équipe et client. On sait que plus de 80% des clients attendent, des Français en tout cas, attendent une offre éco-responsable au restaurant. C'était un baromètre Max Havelaar l'année dernière ou il y a 2 ans. Et on sait aussi que, même si je n'ai pas de chiffres précis, mais on sait que, enfin les restaurateurs en tout cas nous partagent que le fait de mettre en place des démarches vertueuses, ça attire les jeunes, ça aide à fidéliser les équipes. Ça va être quelque chose d'important pour leurs employés. Voilà. Et puis en un mot, pour les collectivités, il y a l'aspect de diminution des déchets. Lorsque le restaurateur a pu faire des économies sur son empreinte carbone avec toutes les démarches dont on a parlé jusqu'ici, il peut réinvestir dans les produits bio et locaux malgré leur prix plus élevé, donc relocalisation des approvisionnements. Voilà, et puis un effet possible de communication aussi, d'entraîner un petit peu le public dans une démarche vertueuse et qui redonne de la valeur à la destination et à l'agriculture locale. Merci Eva. On va maintenant passer aux travaux pratiques, aux cas pratiques avec l'expérience de Julie. Finalement, dans ton restaurant, comment ça se passe? Pourquoi d'abord tu as mis tout ça en place et qu'est-ce qu'en pensent les clients aussi finalement, parce que c'est important. Oui, complètement. Donc je rebondis avec tout ce que tu as dit, Eva, parce que ça m'évoque effectivement un peu tout ce parcours que j'ai fait et la façon dont on travaille à Suzani actuellement. Donc Suzani, moi, c'était une reconversion, donc j'ai passé mon CAP en 2019. Après une pratique personnelle très forte sur ces questions de cuisine végétale. C'est toujours quelque chose que j'avais très à cœur d'un point de vue écologique et d'un point de vue de santé. Donc ça fait très longtemps déjà que je pratique cette cuisine et que je cherchais cette cuisine. Et c'est en passant mon CAP que j'étais définitivement dégoûtée pas de la viande, mais de travailler la viande. Et je ne me suis pas du tout projetée dans ce travail de la viande quotidien, parce que pendant 1 an, j'ai fait que ça. Et voilà, c'était pas vraiment dans mes valeurs. Et je pense que du coup, il y a un gros enjeu de formation aussi pour apprendre, parce que là, c'est à la fois, effectivement, on peut fidéliser des jeunes travailleurs sur ces questions-là, mais malgré tout, moi, je rencontre au quotidien plutôt encore des jeunes qui sont quand même pas très sensibilisés à ces questions-là et qui surtout ne savent pas pratiquer cette cuisine végétale qui nécessite beaucoup d'épices, beaucoup de travail de légumes, un peu une autre approche. Voilà, donc il y a un enjeu quand même de ce point de vue-là. Et puis après, d'encouragement d'ouvrir ces restaurants. Moi, j'ai plutôt, en tout cas, bon, sur mon expérience, pas des réticences, mais des craintes à effectivement ouvrir un restaurant de cuisine végétale pour les enjeux du public. Est-ce que tu vas trouver ta clientèle, alors qu'elle est vraiment là, la clientèle, parce qu'il y a vraiment effectivement beaucoup de personnes qui recherchent cette cuisine-là. Donc je pense qu'il faut vraiment encourager cette cuisine. Il y a des craintes d'un point de vue économique qui sont effectivement, je rejoins tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on enlève le coût de la viande et des protéines animales, finalement, cette économie-là qu'on fait, on peut l'investir dans des légumes de très bonne qualité et du coup rééquilibrer comme ça le coût des matières premières. Donc moi, en tout cas de mon expérience, il n'y a pas de souci du point de vue des matières premières par rapport à un autre restaurant. Par contre, effectivement, ce qu'on avait vu ensemble en préparant du coup l'intervention, c'est qu'il y a un coût de transformation, et là on revient
revient sur un autre enjeu que tu évoquais et qu'on sait un peu tous, effectivement, de partir de la matière brute et de la travailler, du coup, et d'éviter les choses déjà transformées. Et ça, effectivement, si parfois ça a un coût des matières premières moindre, mais ça a un coût de masse salariale qui est un peu plus importante. Et puis d'éducation de la clientèle, on l'évoquait aussi, sur le fait que moi j'ai une carte très très courte qui parfois un peu chiffonne les clients, mais quand dans un bol, là par exemple en ce moment j'ai un bol veggie d'inspiration indienne qui nécessite 7-8 préparations différentes de légumes, de sauces, de choses, donc tout ça, ça prend quand même un peu plus de temps par rapport à voilà, le fait de faire un steak frites pour aller rapidement, voilà. Et donc je vis en tout cas vraiment ce que tu évoquais sur les chiffres et sur ce qu'on sait des connaissances. Après voilà, quand j'ai ouvert Suzani, voilà, très. Alors moi j'ai ouvert juste avant le Covid, donc ça a été un peu particulier parce que du coup j'ai vécu les ouvertures, fermetures, je faisais des paniers à emporter, mais très vite finalement j'ai constitué une clientèle de gens qui sont pas forcément végétariens, mais qui vraiment, je fais vraiment un peu cantine de quartier, de gens qui vont souvent au resto et qui veulent manger des choses légères et en tout cas au sens de ne pas s'alourdir au restaurant et de se faire plaisir aussi. Et donc voilà, j'ai vraiment une clientèle donc, qui n'est pas sur des régimes spécifiques, mais qui partage avec moi ces valeurs de cuisine plutôt santé, même si moi je fais vraiment attention à ça parce que dans le développement de Suzani, j'ai eu cette phase un petit peu en me disant il faut que ça soit une cuisine un peu diététique et je pense qu'on ne faut pas confondre une cuisine végétale avec une cuisine diététique parce qu'on est quand même au restaurant et ça je l'ai compris quand même assez rapidement que le restaurant c'est un endroit de convivialité, un endroit où les gens sont là pour se faire plaisir, surtout dans un contexte économique qui est difficile. Parfois c'est vraiment des choix, il faut vraiment le choix de vous plutôt qu'un autre, mais du coup d'investir dans ce moment de convivialité. Et donc il faut jouer le jeu. Et moi j'ai toujours été très gourmande dans mes recherches personnelles, j'ai toujours eu à cœur de cette recherche de gourmandise. Et malgré tout, je pense qu'on a encore cette étiquette-là avec les gens qui sont encore un peu réfractaires, associent cuisine végétale, cuisine décarbonée, à une cuisine tristoune, de graines, où ils ne vont pas avoir assez à manger, où ça va être triste, alors que voilà, les assiettes, elles sont belles, elles sont gourmandes, elles ne sont pas du tout... je peux vous montrer... voilà, ça c'est un exemple super que j'adore, c'est des gnocchis végétaux qui sont faits à partir de purée de courge et de psyllium. Le psyllium étant un mucilage, c'est comme les graines de chia, c'est une plante qui épaissit au contact de liquide. Voilà. Et dans ces gnocchis-là, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de matière grasse. Voilà, c'est de la purée et du psyllium. Et moi, j'adore les faire parce que je ne dis pas ce que c'est, je dis juste des gnocchis végétaux. Et tout le monde est bluffé parce que ce psyllium, ça donne une consistance comme le parmesan, en fait. Et que vraiment, chose que je fais à mes enfants aussi. Et ils font pas la différence, pratiquement pas, entre un gnocchi voilà, classique, on va dire, et ça. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que j'adore pratiquer. Ça, c'est un cheesecake à la carotte. Un cheesecake à la carotte marinée. Et ça, c'est une petite portion que je fais, par exemple, quand on fait du traiteur, et qui est sympa parce que souvent, dans les soirées un peu comme ça, traiteur, les gens pensent que c'est du saumon. Sincèrement, on m'a fait leur tour plusieurs fois, et en fait, se rendent pas compte en tout cas, oublient que c'est de la carotte et sont super agréablement surpris. Ça, c'est un borek. Un borek, c'est une pâtisserie turque, une pâtisserie traditionnelle turque que j'ai complètement revisitée dans une formule du coup salée, où c'est des rouleaux de pâte philo, voilà, qu'on travaille en gâteau, et à l'intérieur on met une farce comme on veut. Et bon, c'est joli, ça fait, alors ça c'est vraiment aussi, on dit, de la gourmandise, et puis aussi d'essayer de changer les codes, sortir de la tarte salée classique, mais surprendre un peu les clients. Et c'est des choses qui marchent très très bien. Moi je travaille beaucoup aussi sur la cuisine du monde, parce que du coup elle permet aussi de travailler les légumes de façon différente. Hop.
Voilà. Et ça, c'est le premier, c'est un riz au lait d'or avec une multitude de légumes. Et c'est tout à fait le genre de plat que ma clientèle vient chercher. Alors au début, je construisais des menus en essayant toujours d'équilibrer entre quelque chose d'un peu plus healthy, d'un peu plus santé, quelque chose d'un peu plus gourmand, pour essayer d'avoir un peu les deux approches. Et je suis agréablement surprise au sens où maintenant j'ai vraiment une clientèle qui me fait confiance aussi, donc qui va un peu les yeux fermés et qui du coup ne choisit pas toujours la facilité entre guillemets. Voilà. Donc en tout cas, effectivement, d'un point de vue local, moi j'ai pas connu de difficulté à chercher cette clientèle-là, bien au contraire. Et d'un point de vue touristique, du coup, là, je bénéficie effectivement vraiment du coup d'une population, enfin de gens qui viennent chercher ces formules-là, ces propositions-là, soit parce qu'ils sont en famille, ils sont très nombreux, ils ont un enfant vegan dans la famille, et du coup ils veulent pas, ne pas lui faire plaisir, et puis ils veulent qu'il y en ait pour tout le monde, donc ils cherchent particulièrement les restaurants du coup végétariens ou adaptés, soit parce que c'est dans leur pratique tout simplement, et effectivement peut-être qu'on est encore en France, pas tout à fait au même point que certains autres pays européens. Merci Julie. C'est 2 bis rue Saint-Louis à Pau. Et à l'inverse, est-ce que tu as des clients qui râlent parce Oui. parce qu'ils réalisent qu'il n'y a pas de viande ou pas? Ouais, voilà. Alors le pire du pire, c'est effectivement la personne qui se lève dans la salle quand elle découvre, alors que le menu est affiché dehors, mais qu'elle découvre qu'il n'y a pas de viande et qui du coup part en râlant. Bon, ça n'arrive heureusement pas trop souvent, mais effectivement, ça c'est assez désagréable. Les réfractaires, c'est soit sur la crainte de mal manger, la question de la gourmandise, elle est très forte. Et c'est pour ça que je pense qu'on a, nous, restaurateurs qui pratiquons cette cuisine-là, on voit vraiment un enjeu de recherche, de gourmandise, pour changer cette image-là de cette cuisine-là. Ensuite, après, il y a vraiment cette chose qui revient souvent, c'est la crainte de ne pas avoir... alors, il y a la gourmandise, mais il y a aussi pas suffisamment à manger. Et ça, j'ai souvent ça, alors, évidemment, enfin, pas évidemment malheureusement, mais beaucoup chez les hommes quand même. Il y a aussi quand même la force avec la viande, et qui, du coup, si j'ai pas de viande, voilà. À un moment, on ne peut pas être de tous les combats, donc voilà. Il y a un moment, mais malheureusement, je lisais un article très intéressant là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de femmes et que c'est encore des enjeux qui, semble-t-il, sont encore très féminins. Et voilà. Et après, il y a quelque chose de très idéologico-politico, gaucho-bobo, qui du coup, passe pas la porte. Mais majoritairement, ce qui est plutôt génial, c'est les gens, parce que ça, j'ai aussi de très nombreux retours comme ça, qui mangent et qui me disent « Ah, mais j'avais même pas fait gaffe qu'il n'y avait pas de viande et je me suis régalée. Je craignais d'avoir faim, elle m'a traînée là. Mais en fait, c'est super, je me suis vraiment régalée. » Et voilà, donc il y a de l'espoir. Merci Julie. Eva, vous avez mené d'abord la première expérimentation, je crois que c'était à Bordeaux, et maintenant ça va, on va en parler après, démarrer à La Rochelle. Quels sont finalement les retours des restaurateurs quand vous leur présentez le projet, et au fur et à mesure de l'avancée du projet, comment le cas échéant ils évoluent pour ceux qui étaient un peu sceptiques au départ? Alors, vaste question. Oui, donc on expérimente un outil qui permet de décarboner le restaurant tout en mesurant les économies qu'il réalise, c'est-à-dire en essayant d'axer ça sur des économies. On a développé un calculateur avec l'ADEME qui fait ce travail, en fait, dont est issu le petit visuel que je montrais tout à l'heure, pour identifier les grandes masses d'empreintes carbone dans un restaurant, et lorsque le restaurateur travaille sur un sujet ou un autre, il peut aussi savoir combien ça va lui coûter ou lui rapporter, donc plus souvent lui rapporter, notamment sur le gaspillage alimentaire par exemple. Les restaurateurs auxquels on présente, c'est comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il y en a de toutes sortes. Globalement, c'est quand même un sujet qui les intéresse énormément. Je ne vous cache pas que certainement le fait de faire des économies les intéresse tout autant ou plus que le fait de travailler pour l'environnement, mais peu importe, hein, pour nous, c'est pour ça qu'on a construit aussi ce sujet avec la double approche économie-écologie, parce qu'on sait bien que l'écologie seule, c'est pas suffisant, en tout cas, pour la majorité des restaurateurs.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc 10 restaurants qui ont joué le jeu, qui sont allés au bout de la démarche avec des résultats très intéressants. Donc on est en cours de finalisation, là ça s'est terminé fin septembre. Donc on est en train de compiler les chiffres pour obtenir les résultats. On sait que les meilleurs restaurants vont jusqu'à 40% d'économie, enfin d'empreinte carbone en moins en 6 mois, ce qui est considérable. Mais j'ai envie de dire le sujet principal, c'est quand même qu'ils sont contents. C'est-à-dire que globalement, ils ont découvert des choses, ils ne savaient pas du tout qu'est-ce que ça donnerait pour leur restaurant, comment allaient se positionner les grands impacts, à quoi ça allait ressembler. Et donc ils sont contents de comprendre comment ça fonctionne et de faire donc de mettre en place les actions qui ont un impact significatif et qui en plus sont au moins neutres d'un point de vue économique, voire avantageuses pour certaines actions. On a des restaurants qui travaillent uniquement sur la sobriété énergétique et le gaspillage, par exemple, pour qui toucher à la carte, c'est pas quelque chose d'envisageable dans l'immédiat. En fait, voilà, ce sont un peu les 3 axes. Travailler sur la sobriété énergétique, c'est évidemment un axe relativement facile d'accès puisque ça va se voir tout de suite sur la facture. Le gaspillage alimentaire aussi est du même ordre et va se voir à la fois sur la facture et puis aussi sur les économies d'empreinte carbone. Et puis le dernier axe, c'est bien sûr de travailler sur la carte, comme on en a parlé déjà, qui est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a toute cette peur de ce que le client va en penser. Et de comment faire ça un peu subtilement. Il y a des réticences du chef occasionnellement qui n'a pas forcément la formation pour passer sur plus de végétal. Il y a aussi tout un sujet autour de ce qu'on appelle végétarien, c'est-à-dire que quand c'est juste le même plat sans viande, c'est un tout petit peu dommage quand même. Ça prouve qu'on n'a pas compris qu'il y avait vraiment tout un côté créativité, tout un côté positif autour du végétal. Et ça peut être très déceptif parce que les clients, c'est sûr que si vous leur donnez juste la même chose sans viande, ils ne vont pas être contents. Donc à partir de là, on va droit dans le mur. Donc nous, on travaille aussi beaucoup, non seulement à sensibiliser sur le pourquoi la viande a cette empreinte carbone, mais aussi à travailler avec les restaurateurs sur comment mettre en valeur le végétal. Et par exemple, ne pas dire que c'est végétal. C'est aussi un des points. On a pu constater, il y a eu des nombreuses études américaines dont on s'est inspiré pour accompagner les restaurateurs sur ce sujet. J'ai l'exemple aussi, un restaurant avec lequel on a travaillé à Paris, qui est un restaurant végétarien, mais qui n'est écrit nulle part, on ne peut pas le savoir. Et c'est un petit peu d'inspiration méditerranéenne, grecque, libanais, avec des boulettes, des très fromagés en fait. Il y a pas mal de produits issus du fromage. Et personne ne sait en fait. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils n'ont pas mangé de viande grâce à ce concept. Voilà. Donc après, il y a 1001 façons de proposer des choses qui sont nettement moins carbonées et pour autant attractives. Voilà, donc ça c'est ce sur quoi on travaille sur la phase 1. Enfin, c'est ce qu'on a appris en fait, voilà, à la fois au cours de notre expérience et de la phase 1 de l'expérimentation. Merci. Puisque le sujet c'est quel rôle nous pouvons avoir en tant qu'office de tourisme, CDT, CRT, sur la décarbonation de l'alimentation, je vais vous citer 2-3 exemples de ce que nous mettons en place à La Rochelle et puis après on vous passera la parole si vous avez des questions ou des interventions. Effectivement, on s'est rendu compte aussi, c'est ce que disait Julie tout à l'heure, qu'il y a un vrai sujet de formation. Globalement, on n'apprend pas la cuisine végétarienne en France, dans les écoles, y compris aujourd'hui, dans un lycée hôtelier, on va vous apprendre à lever des filets de poisson ou de viande, à découper une volaille ou à faire du tourneau de Rossini. On ne vous apprend toujours pas aujourd'hui à travailler les légumineuses. Enfin, voilà. Donc ils sont en fait très mal à l'aise avec ce sujet-là. Pour la plupart, ils ne savent pas faire. Et comme ils ne savent pas faire, ils ne font pas. Donc on a mis en place un cursus de formation avec L214, parce qu'autant y aller à fond, et ça se passe très bien, c'est-à-dire que personne ne nous a cassé la gueule, on n'a pas eu de manifestation d'agriculteurs devant l'office de tourisme, et on a un certain nombre de restaurateurs qui viennent, pas tous évidemment, mais on démarre, on est en train de démarrer ce cursus-là. L'objectif, c'est clairement un petit peu, j'allais dire, d'éveiller les consciences. On ne demande pas aux restaurateurs de devenir tous des restaurants engagés et végétariens, mais au minimum qu'ils prennent en compte ce sujet, qu'il y a des gens qui... D'abord que c'est un sujet pour la planète, on l'a dit, pour la santé, et puis c'est aussi un sujet de business.
et qu'il y a maintenant de plus en plus de gens qui sont sensibles à ces thèmes-là et qui vont dans les restaurants, qui vont au minimum proposer une partie de leur carte avec de la cuisine végé. Et ceux qui n'en ont pas du tout, ils sont encore très très nombreux, progressivement ils risquent d'être en difficulté, y compris commercialement. Donc voilà, on essaie de leur expliquer tout ça via un cycle de formation. Nous avons également, on a une première réunion la semaine prochaine, la démarche avec FIG effectivement pour accompagner un certain nombre de restaurants. Et nous avons également la chance que j'ai moi à La Rochelle, c'est que je suis directeur à la fois de l'Office de tourisme mais aussi du Palais des Congrès. Et en tant que Palais des Congrès, on sert dans nos espaces à peu près 200 000 repas par an. Enfin, nous, c'est des traiteurs. Hein. Mais donc là, on a un vrai levier pour agir. On vient de mettre en place une charte traiteur assez radicale, puisqu'on oblige à proposer systématiquement dans tout repas une alternative végétarienne, non pas pour les gens qui demandent, à qui on amène effectivement l'assiette sans la viande, mais avoir un vrai plat, et ça fait partie des critères obligatoires. On interdit de servir du foie gras dans nos espaces, sauf cas très particulier de petits producteurs. Quand on dit petits producteurs, c'est label rouge, enfin, c'est très charté. On oblige évidemment à un maximum de produits frais de saison et locaux. On interdit tout produit animal issu de filières intensives d'élevage, ce qui est très très compliqué, parce que globalement, là aussi, les filières d'approvisionnement aujourd'hui, elles sont ainsi faites que quand un traiteur veut envoyer un cocktail pour 800 personnes, globalement, il ne va pas trouver, il ne va pas pouvoir faire pour 800 personnes avec des produits frais de saison, etc. Donc en fait, il y a toute une filière, des filières à constituer. Un vrai sujet, tu le disais tout à l'heure, d'emploi, c'est que finalement, le coût matière première pour cuisiner végétarien, il est plus faible. En revanche, il faut beaucoup plus de main-d'œuvre parce que ça prend plus de temps et que la main-d'œuvre, finalement, c'est ce qui leur manque. Ils ont du mal à recruter, ils sont sous-staffés et donc finalement, envoyer une entrée où on coupe des tranches de foie gras ou de saucisson et mettre un peu de salade verte, ça va beaucoup plus vite et ça a besoin de moins de monde que finalement de préparer des choses plus élaborées comme cette magnifique assiette. Donc voilà, donc on essaie de les mobiliser sur tous ces sujets-là. Et puis, charité bien ordonnée commençant par soi-même. Nous sommes nous-mêmes producteurs de quelques événements. Dorénavant, tous les événements que nous produisons, nous, c'est systématiquement un cocktail végétarien. Et là aussi, on a fait évoluer notre démarche, c'est-à-dire que nos cocktails végés, maintenant, on ne dit plus qu'ils sont végés. Ils le sont, mais on ne le dit pas à l'avance, effectivement, et les gens le découvrent, et que certains s'en rendent compte, effectivement, quand c'est vraiment bien fait. À la fin, tiens, au fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas de viande, mais ça ne m'a pas gêné parce que j'y ai pas fait attention. Alors, il ne faut pas non plus être intégriste sur le sujet. Finalement, maintenant, on fait des cocktails végés, mais on est quand même à La Rochelle, donc il y a quand même des huîtres. Voilà, donc on n'est quand même pas végé à 100%. Et voilà, on n'est pas là non plus pour être radicaux et extrémistes dans notre propos. On est là pour sensibiliser, en tout cas pour donner une impulsion. Et je me rends compte que même nous, dans nos repas d'équipe, on est 45 personnes. Chaque fois on fait 2 fois par an une journée d'équipe où on propose maintenant systématiquement, puisqu'on s'applique à nous-mêmes ce qu'on impose à nos clients, il y a une proposition végétarienne. Et aujourd'hui, la proposition végé, c'est la moitié de l'équipe qui la prend. Alors qu'il n'y a pas la moitié de l'équipe qui est végétarienne, loin de là. Mais effectivement, là aussi, l'idée de manger moins de viande, puis peut-être que le plat carné ce jour-là ne leur plaît pas. Enfin, il y a plein de bonnes raisons. Et puis pour les organisateurs d'événements, le végétarien a un autre immense avantage pratique, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites du végé, vous avez beaucoup moins de problèmes d'intolérance à tout un tas de choses, d'allergies. Vous n'avez pas à gérer le problème du kasher, du halal, du sans machin, du sans... Finalement, ça convient à tout le monde. Ça convient à tout le monde et du coup, c'est aussi un moyen de rassembler les gens et non pas de les diviser. Et aujourd'hui, notamment sur tous nos événements internationaux, la tendance, elle est vraiment effectivement d'aller beaucoup sur du végé. Pour aussi, et ces sujets-là, effectivement, ça permet de mettre tout le monde d'accord et d'éviter de cliver inutilement. Donc voilà un petit peu nous tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et on a mis en place, ce week-end, on avait un événement à l'espace Encan qui s'appelait les VG de l'Encan, qui était un festival de la culture végétarienne au sens large, où on était là pour justement casser aussi un peu cette image, les bouffeurs de graines, bobos chiants et surtout des nanas. Donc il y a eu 300 personnes et donc c'était festif, il y a eu des concerts, de la musique, des dégustations, un apéro philo au début pour parler un petit peu, finalement un petit peu ce qu'on est en train de se dire là. Voilà, donc on est résolument dans cette direction-là, avec cette conviction que c'est notre rôle, en tant qu'office de tourisme ou palais de congrès, de donner une impulsion et de montrer l'exemple. Et que forcément, si on montre l'exemple, ça va infuser, ça prendra du temps,
parce que tout le monde n'est pas réceptif de la même manière, mais en tout cas, on est vraiment dans cette logique-là. Et puis, mais je pense que maintenant, Eva, si tu veux compléter, puis après, on va passer la parole. Je précise juste que les huîtres, c'est très bon pour l'environnement. Bon, en plus, je ne savais pas, mais tant mieux. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, alors, j'amène le micro. Bonjour, Karine de Brief Tourisme, le Sud-Ouest. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une réflexion. La France, elle est quand même connue pour sa gastronomie. La clientèle étrangère vient beaucoup chez nous, que ce soit partout en France, on mange très bien. N'avez-vous pas peur justement qu'on freine un petit peu cette clientèle-là, qu'on perde un petit peu notre identité, à vouloir trop partir sur du végétal, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des restaurateurs font quand même l'effort de proposer à leur carte, à minima, un plat qui peut correspondre à toutes les mentalités, toute personne. Alors moi, je pense que notre identité, que le végétal fait partie de notre identité. Je pense que, je n'ai pas les chiffres en tête, mais la cuisine traditionnelle était une cuisine végétale, au sens historique. Les gens n'avaient pas de viande très longtemps, les gens n'avaient pas de viande. Il y a plein d'associations, vous savez, légumineuses, céréales, qui remplacent la protéine animale, qui fait que Et il y a plein de plats traditionnels, comme les chilis, certains pas des cassoulets, mais vous voyez, des associations qui sont historiquement une cuisine de tradition, mais une cuisine végétale, parce qu'effectivement, depuis longtemps. Et la consommation excessive de viande, comme on la pratique aujourd'hui, c'est quelque chose qui, sur des siècles, est très récente, en fait, est vraiment très, très récente. Donc moi, j'ai pas du tout l'impression que faire cette cuisine-là perd notre identité. Au contraire, en plus... Comme dit, on n'est pas radical. Il ne s'agit pas d'enlever la viande partout, c'est pas la question, mais c'est d'avoir d'autres couleurs et de proposer d'autres choses. Donc au contraire, comme on est très très fort en gastronomie, comme on commence à toiler des chefs véganes, c'est justement, mettons au profit cette créativité pour montrer avec tout le savoir-faire qu'on a, comment on peut en plus exceller dans cette cuisine-là, quoi. Je pense que c'est vraiment au contraire. J'ai un complément sur cette question qui est une bonne question. Je l'ai expérimenté moi-même. Récemment, je parlais des huîtres. L'année dernière, sur un salon qu'on organise, un des exposants me dit, moi, il est arrivé d'Alsace, je crois, il me dit, je me faisais une joie, j'habitais à La Rochelle, de manger quelques huîtres de Marraine. J'arrive, truc végé, ouais, vous allez un peu loin. Et il a raison. Et c'est pour ça que maintenant, on met aussi des huîtres, parce qu'il ne faut pas renier non plus l'histoire et le terroir dans lequel on est. Avant, j'étais dans le Pays Basque. Il ne me serait pas venu à l'idée dans le Pays Basque de dire il n'y aura pas de fromage, de brebis, il y aura... Voilà, il faut tenir compte de l'histoire de chaque territoire. Ça n'empêche pas de réduire beaucoup les quantités servies et de proposer beaucoup plus de végé, mais il ne s'agit absolument pas de dire on renie complètement les traditions de chaque territoire. Dans les Landes, ils vont peut-être continuer à servir du foie gras, ils peuvent peut-être en servir un peu moins et avec des filières un peu plus vertueuses. Mais voilà, chaque territoire dans son ADN a une histoire, y compris gastronomique. En tendance, il faut arriver à réduire, mais ça ne veut pas dire supprimer complètement et renoncer effectivement aussi à une partie des cultures locales. En complément, en fait, quand on regarde la crise climatique, on est obligé vraiment de faire ce travail de décarbonation, mais c'est une chance pour les filières vertueuses, c'est-à-dire que la viande va devenir un produit de luxe, certainement, mais tant mieux, ça veut dire que ça sera la bonne viande artisane, qu'on en mangera rarement, comme actuellement la majorité des gens mangent du foie gras, alors à part si vous habitez dans les Landes peut-être, mais on en mange quand même assez occasionnellement. Et grâce à cette montée en qualité, parce que on ne pourra pas avoir... ça ne peut pas être massifié, on peut pas continuer comme on continue actuellement. Mais c'est vraiment une chance pour tout ce qui est artisan, tout ce qui est local et tout ce qui est qualitatif. Moi, je voulais juste poser une petite question sur toi, Nicolas. Je suis très admiratif de ce qui est fait à La Rochelle sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, mais en tout cas sur ce sujet-là, parce que alors moi je suis à Pau et j'ai un vrai souci de légitimité en fait vis-à-vis des restaurateurs. Alors, il y a plein de corps de métier, l'hôtellerie, parfois on a du mal à imposer
certaines règles touristiques avec eux, mais on y arrive évidemment en travaillant longuement avec eux. Les restaurateurs, je crois que ce sont les seuls partenaires qui sont les plus compliqués à manœuvrer du point de vue touristique. Je veux dire, je n'oserais même pas leur parler de leur quotidien et des repas des locaux, parce que là, on est encore plus dans un domaine sur lequel on n'a aucune légitimité pour eux, je veux dire. Donc, je vois la bataille que ça a été pour des fois imposer simplement une sauce au jurançon pour que le plat fasse local pour des touristes qui, aujourd'hui, chez moi, demandent quasiment à 90% la poule au pot. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a des restaurateurs en ligne et qu'on essaie de parler de ça, qu'on essaie de parler de provenance de produits, de proximité, de déchets, de restauration moins carnée avec une offre plus variée et créative, on se heurte à leur fonctionnement quotidien, leur rythme. Ils sont jamais dispo, ils n'ont pas de temps à accorder à ça parce que eux connaissent leurs clients et pas nous. Certainement pas nous. Et je me dis, moi qui cherche les restos végétariens dans tous les endroits où je vais, et que c'est une découverte qui fait partie du voyage pour moi, la tâche me paraît gigantesque et j'aimerais, alors je vois que la formation est partie à La Rochelle, qu'ensuite il y a la suite qui va arriver avec... mais déjà rien que imposer un menu végétarien chaque jour, je pense qu'en dehors des restaurants spécialisés, 2-3 à Pau, il y en a zéro. Il n'y a jamais ici un menu végétarien qui devrait être la norme. Je dirais peut-être 2 menus du jour, un menu végé, et ça déjà, c'est super complexe. Pour être précis, je n'impose un menu végé que dans ce qui est servi chez moi, c'est-à-dire au Palais des Congrès. Je n'impose rien aux restaurateurs, ils sont souverains, heureusement. Voilà, les restaurateurs, on en a une dizaine ou une quinzaine qui sont un peu les meneurs, qui sont engagés. C'est ceux-là sur lesquels on travaille, en se disant les autres suivront petit à petit. Mais on a effectivement, on ne touche pas tous les restaurateurs, ils n'ont pas le temps, pas forcément envie. Voilà, on essaie d'identifier les meneurs, nous-mêmes de donner l'exemple, de donner l'impulsion, et on espère que ça suivra. Mais je suis aussi lucide sur le fait qu'on ne va pas du jour au lendemain servir sur le Vieux-Port une cuisine avec des produits frais, de saison et décarbonés. Mais la formation, ils ont accepté la formation à 214 la première session, ils étaient 12 ou 15, je crois. On va en relancer une. Il y a 600 restaurateurs à La Rochelle, donc là aussi on démarre, mais y compris dans certains cas avec des gros. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que voilà, c'est un peu les meneurs malgré tout, que certains, qu'ils soient là, qu'ils soient présents, qu'ils donnent l'impulsion. C'est pour moi important. On ne touchera pas tout le monde, clairement. Merci. Bonjour, Catherine Romillet, je travaille chez Only Lyon Tourisme et Congrès, avec 2500 restaurants rien que sur la ville de Lyon, et nos bouchons lyonnais, vous connaissez très certainement là aussi, où la viande est de rigueur. Je voulais à la fois partager avec vous, et ça rejoint un peu votre témoignage à Pau, je crois qu'il faut être courageux, en fait. Il faut continuer, et je rejoins ce que dit Olivier sur le fait de commencer avec petit. C'est qu'il faut vraiment imposer une orientation, donc de dire effectivement d'apporter des alternatives végétariennes. Je rejoins ce que dit Eva sur le fait que ça soit vraiment une assiette végétarienne et pas simplement l'accompagnement, en fait. Donc sur Lyon, on s'est aussi saisi ce sujet auprès de nos restaurateurs. On pousse l'écolabellisation, qu'elle soit avec Écotable, avec Fig ou avec Green Food. Et on a lancé un programme l'année dernière et on a déjà accompagné 20 établissements sur une seule et même année, avec une aide au financement, alors que c'est pas très coûteux au départ, mais ça donne une impulsion et ça donne l'effet locomotive justement de dire bon, si lui y va, pourquoi moi j'irai pas. Je voulais aussi apporter un témoignage sur le fait de l'identité de la destination par rapport à ce que vous disiez aussi sur Brive. À Lyon, on a bien évidemment, on vient autant visiter Lyon qu'on vient manger Lyon. Donc là aussi, c'est hyper important et on a travaillé avec les bouchons lyonnais pour justement s'assurer qu'ils aient une alternative végétarienne dans leur carte. Et en fait, leur réponse, elle est assez intéressante, c'est pour ça que je voulais la partager avec vous.
c'est de dire qu'aujourd'hui, dans un groupe de 10 personnes, il y aura forcément quelqu'un qui ne mangera pas de viande et qui aura envie de vivre cette expérience du bouchon lyonnais. Et ils se doivent d'avoir des alternatives végétariennes. Donc ils le font déjà. Ils m'ont un peu rayonné en me disant mais on le fait. Mais en fait, l'intérêt aujourd'hui, c'est bien qu'ils le fassent, mais c'est qu'ils le disent, c'est qu'ils l'écrivent sur leur carte que vous êtes les bienvenus si vous ne mangez pas de viande. Et puis moi aussi, j'avais une question sur cette formation avec L204, parce que, comme vous le dites, c'est extrêmement difficile de mobiliser les restaurateurs. Les fédérations de restaurateurs, elles ne sont pas nombreuses, c'est pas facile d'avoir des interlocuteurs qui savent parler à tout le monde, ils sont soit dans leur cuisine, soit en train de faire leurs courses. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation que vous faites à La Rochelle? Alors, clairement, L214 est un organisme très militant. Donc voilà, nous, quand on a démarré, j'étais vigilant et j'ai assisté aux premières sessions. On est vraiment avec L214 sur de la sensibilisation, finalement. Une partie où ils expliquent pourquoi, effectivement, il faut décarboner. Et puis, où ils commencent à expliquer les légumineuses, etc. Et après, c'est ce qu'on est en train de monter. On est en train de monter un programme de formation avec une entreprise locale sur, techniquement, on va dans une cuisine avec quelques chefs. Et voilà, L214, ils sont là pour faire passer la première couche, entre guillemets, de sensibilisation. Mais derrière, on monte un programme avec une chef locale qui, elle, va venir expliquer comment on cuisine avec des légumineuses, comment on assemble, comment on met des fleurs. Enfin voilà, tout ce que toi tu fais au quotidien, tout ce qu'on n'aura pas appris, effectivement, dans les lycées hôteliers ou les écoles de cuisine. Je me disais en vous écoutant que, effectivement, c'est le levier économique qui va rendre les restaurateurs à l'écoute, parce que effectivement, on a un travail intense au quotidien, et que là où on est attentif, c'est sur l'économie, sur le fait de perdre de la clientèle possiblement, et que du coup, moi, je suis toujours très à l'écoute sur l'Office du tourisme de Pau, des tendances touristiques, de la couleur que la saison peut prendre. Et alors je me dis peut-être en continuant ce travail de communication sur le fait que cette clientèle soit étrangère, soit plus jeune, soit le fait que vous pouvez rater un groupe si vous avez un végétarien dans le groupe et que du coup la famille veut faire plaisir, et peut-être essayer de continuer en tout cas cette communication vers les restaurateurs pour qu'ils prennent conscience vraiment des opportunités qu'ils peuvent rater voilà. Et après il y a des gens ici localement, je crois qu'il y a des associations aussi qui forment les restaurateurs sur des propositions végétales. Donc il y a peut-être aussi un moment avec l'UMI où je pense que ce serait bien aussi que l'UMI s'empare de ces questions-là. Voilà, je souris volontairement, effectivement, mais ce serait dommage qu'on ne défende pas des filières de qualité, des filières animales de qualité, et qu'en parallèle, il n'y ait pas des programmes comme ça d'accompagnement à cette cuisine végétale. Tout le monde gagnerait à ça, quoi. Oui, et en complément, il y a un point très important, c'est de mettre en valeur ceux qui donnent l'exemple. C'est-à-dire que dans vos communications en tant qu'office de tourisme ou destination au sens large, il y a certainement une possibilité d'aller interviewer les restaurateurs qui ont déjà fait ce chemin, de les mettre en lumière et de montrer déjà que c'est faisable, que ça voilà, tous les bénéfices que ça a pour eux. Une dernière question, voilà, parce que ça va être l'heure. Oui, peut-être juste une rapide réaction, Serge, de l'agglomération de Narbonne. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte cette année que les restaurateurs avaient perdu des grosses parts de marché chez nous. C'est la première chose. Donc il y a des restaurants qui ont fait moins 20, moins 30% en fait cet été. Et ça s'explique par plusieurs choses. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le prix ne correspond plus en fait, au pouvoir d'achat des clients. C'est-à-dire qu'avec la consommation collective qui a monté, le prix des matières premières, l'énergie, en fait, les tarifs ont beaucoup augmenté. Et puis d'un côté, vous avez des gens qui ont de moins en moins d'argent. De l'autre côté, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui vont au restaurant. Et là où votre démarche est intéressante, c'est que je pense que ça veut dire que les restaurateurs, il faut qu'ils changent, mais ils vont changer pour la force des choses parce que justement, ils ont de moins en moins de clients. Et pourquoi est-ce qu'ils vont devoir changer? Parce qu'en fait, il y a une standardisation, et ça, c'est un gros problème, en fait, des cartes des restaurants. Nous, on le voit chez nous, c'est-à-dire que quand vous enlevez l'entrecôte, le mari de canard, quelquefois, le burger, et qu'en dessert, vous enlevez le tiramisu, la panna cotta, et puis le fondant au chocolat, vous n'avez plus rien. Et les gens nous disent, en fait, on est en région parisienne, on vient dans le sud de la France, au bord de la mer, en fait, on trouve exactement les mêmes choses dans les restaurants de chez nous, du coup, on n'y va plus, en fait. Alors, il y a un côté qui est bien, c'est qu'ils n'y vont plus, mais ils achètent des produits du terroir et ils cuisinent dans leur appartement en vacances.
Mais ça pose quand même un vrai souci par rapport aux restaurateurs. Et les restaurateurs, ils ont aussi un problème, c'est qu'en fait, ils n'ont plus de chefs qui savent cuisiner. Et ils n'ont plus de chefs qui savent cuisiner des matières premières qui ne coûtent pas très cher. C'est sûr qu'au d'entrecôte, vous l'ouvrez, entre guillemets, parce qu'elle est sous vide, vous la mettez sur une plancha et puis c'est très rapide. Mais ça coûte, comme vous disiez, ça coûte très cher à la planète, mais ça coûte aussi très cher en fait à vendre, parce qu'aujourd'hui, maintenant, entrecôte, c'est 25-30 euros. Et ça, donc, ça veut dire qu'en fait, les tarifs des restaurants, ils ont un vrai souci en fait par rapport à ce que les gens sont prêts à payer, et aussi parce que les fournisseurs de ces restaurants, qui sont les grandes chaînes comme Promocash, Métro, etc., c'est très facile pour un restaurant. Il se fait livrer directement, il a la même carte, il n'a même pas besoin d'avoir un chef qui sait cuisiner. Et puis en fait, ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que nous, on va essayer, mais c'est pas facile, de trouver des systèmes de plateformes en fait, logistiques, de fourniture de matières premières locales pour les restaurants, un peu d'espèce de promo-cash, mais locaux, qui permettent aux en fait, producteurs d'amener leurs produits, et surtout aux restaurateurs, aussi facilement que s'ils allaient en fait, à promo-cash, d'aller dans ces structures pour retrouver des choses locales. C'est clairement par l'aspect économique qu'on va entre guillemets en convertir un certain nombre, hein, par la pression des clients et par la pression de la marge et du chiffre d'affaires. Et tant mieux, j'allais dire, si ça peut, tout le monde ne peut pas être convaincu de ces sujets-là. Par contre, tout le monde est convaincu qu'il a besoin de manger à la fin du mois, de payer ses charges et de payer ses salariés, et donc de faire du chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de ressources extrêmement intéressantes sur Internet en termes de formation, parce que vous avez tout à fait raison quand vous dites un chef qui sait cuisiner ou un chef qui ne sait pas cuisiner. En tout cas, pour ceux qui ont la volonté, il y a énormément de ressources. Je pense par exemple il y a une interprofessionnelle des fruits et légumes frais qui s'appelle Interfel, qui a tout un panel de recettes sur leur site. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut trouver pour donner un peu des idées, pour sortir. Parce que c'est vrai que le plat végétarien, c'est quelque chose voilà, ça fait un peu résonner un grand vide dans beaucoup de restaurants. Mais il y a beaucoup de ressources qu'on peut trouver si on a la volonté. Merci à vous deux, merci à vous tous. Et puis on reste à votre disposition pour toute question à la fin, à côté dans la machine à café ou par mail ou autre. Merci en tout cas.